Bon, écoutez, enchanté d'être parmi vous. Rebonjour à ceux que j'ai déjà vus. Et donc, on va discuter effectivement de transformation numérique au service de la stratégie d'entreprise, puisque c'est vraiment, et je vous expliquer pourquoi, à la fois une continuité de ce qui se passe depuis assez longtemps, mais qui a été on va dire, exacerbé post-Covid. Comme on est dans un format, du coup, on va dire, assez convivial, n'hésitez pas. Le but, c'est aussi, je sais qu'il y a des séances de questions-réponses, mais voilà, en tout cas, je pense que si vous le permettez, en tout cas, que n'hésitez pas à intervenir, poser des questions ou me demander des précisions si besoin. Euh, Peut-être rapidement, je vais me présenter. Donc, je dirige les activités B2B d'Orange sur Paris. Alors, vous connaissez, je pense, Orange d'un point de vue opérateur, et vous connaissez peut-être moins la marque entreprise qui s'appelle Orange Business Services, qui est en fait une société de services numériques. D'accord. Donc, on fait de la connectivité, ça c'est notre métier d'opérateur, un peu classique, et puis on intègre, on délivre des services digitaux pour nos clients entreprises, et notamment quatre grands domaines qui tournent autour du digital et de la data, du cloud, soit sur des infrastructures, soit pour accompagner les clients. Bonjour madame. Et la mobilité intelligente et la cybersécurité. On pourra éventuellement détailler ça si vous le souhaitez après. Et tout ça, c'est au service de la transformation digitale. Avant d'exercer ces fonctions, je m'occupais au sein du groupe, j'étais dans la partie justement grand public et je m'occupais pour le siège, pour le marketing grand public France, des plateformes digitales au service du marketing et notamment toutes les plateformes de relations clients et leurs dérivés pour aller chercher de la valeur. Donc la business unit que je dirige, c'est environ 350 collaborateurs sur Paris. Donc on est vraiment en proximité de nos clients. Et le but, c'est d'avoir finalement cet échange, cette discussion avec nos clients autour de leur transformation numérique et de comment répondre à leurs enjeux de data, de cyber, de cloud, ou etc., etc. Donc on accompagne des ETI, essentiellement, mais aussi des grands groupes. On a une dizaine de groupes du SBF, enfin CAC et SBF, voilà, et puis des entreprises publiques, administration, etc., etc. Et on a la chance d'être partenaire de quelques-unes des entreprises qui sont intervenues au cours de ces 2 jours. Et donc, au passage, merci à elles. Donc on accompagne, comme je disais, une grande diversité d'interlocuteurs, d'entreprises, et Paris a parfois l'inconvénient de centraliser beaucoup de choses. Quand on y travaille, il y a aussi la chance finalement d'avoir cette richesse économique finalement qui est assez emblématique en France. Et donc voilà, on est au cœur de pas mal de discussions, d'enjeux avec ses clients. Et voilà, en toute humilité, c'est ce que je suis venu partager avec vous, ce qu'ils nous disent, ce qu'on voit avec eux, ce dont on discute. Parce que déjà, le premier constat, finalement, c'est que bien sûr, et je le disais juste tout à l'heure en aparté, bien évidemment, il y a des sujets strictement métiers à des moments donnés, au niveau applicatif, au niveau processus, ou etc. Mais d'un point de vue transformation digitale, finalement, quels que soient les grands secteurs d'activité ou finalement la taille d'entreprise, on est souvent quand même sur des enjeux assez similaires. Donc voilà, moi je suis là aujourd'hui pour vous partager un certain nombre à la fois de convictions, mais aussi de constats qu'on peut faire, d'attirer votre vigilance sur quelques points, on va y revenir, notamment sur la cyber, mais aussi d'amener, encore une fois, humblement, quelques idées, réflexions, solutions pour traiter ce sujet de la transformation digitale. Bon, premier conviction que je voulais partager avec vous, c'est que la transformation digitale, c'est pas une fin en soi,
mais c'est un chemin au service de l'entreprise. Dans ce travail qu'il faut faire, moi j'ai vraiment la conviction, et c'est vraiment un sujet un peu de pédagogie que l'on porte avec les équipes, que les dirigeants ont une responsabilité numérique et que cette responsabilité doit faire partie de leur stratégie. Et ça, il y a plusieurs raisons, mais j'en ai trois. Et finalement, je vais m'arrêter tout au long de mon exposé sur ces trois sujets et on va les détailler ensemble. La première, c'est que la transformation digitale, elle est au service du développement économique de l'entreprise et c'est pas un sujet juste d'infra ou de résilience. C'est un sujet de développement. Et donc, pourquoi le dirigeant doit être concerné par ça? Tout simplement car le job d'un dirigeant, c'est de faire en sorte que sa structure, son organisation, soit à minimum pérenne, mais surtout se développe. Deuxième sujet, deuxième raison, c'est que on ne peut pas faire abstraction de la cybersécurité dans la transformation digitale. Voilà. Donc c'est une source de risque, mais on peut aussi le prendre dans un sens un peu inverse. Ça peut être une source d'opportunité et j'y reviendrai. Mais quoi qu'il en soit, là aussi, c'est un sujet de dirigeant parce que le dirigeant est garant de la protection et de la réputation de son entreprise. Et le troisième que j'évoque, c'est le fait que la transformation digitale, c'est aussi un levier interne, c'est un levier de mobilisation et d'attractivité. Et là aussi, c'est bien une responsabilité de dirigeant que de faire en sorte d'avoir les bons fonctionnements dans son entreprise et de travailler à l'attractivité de son organisation. Donc je ne vais pas vous parler de techno en profondeur dans ça, je vais vous parler finalement de ce qu'on vient de voir, de continuité d'activité, de développement économique, de réputation, d'organisation, enfin bref, de ce qui constitue la feuille de route d'un dirigeant. Et c'est pour ça que je considère que la transformation digitale est au service de la stratégie. Alors si vous voulez bien, je vous propose de rentrer un peu plus dans ces trois sujets. Bon, comme je disais, moi je pense que le premier point, c'est déjà passer le fait que la transformation digitale, ce n'est pas un sujet de résilience ou d'infrastructure. Voilà. Il y a encore quelques années, nos clients venaient nous voir pour dire alors j'ai un projet de transfo digital, je veux refaire mon réseau, je veux refaire mes infrastructures IT, mes serveurs, etc. etc. Je ne dis pas que c'est pas important, j'y viendrai en fin de sujet, mais moi ce que je constate, c'est que c'est plus ça le sujet aujourd'hui. Le sujet, en tout cas de toutes les entreprises qui sont vraiment performantes dans leur secteur, c'est celles qui ont mis la data au service de leur performance économique. C'est vraiment ça qui crée la différence. Je considère que la data, c'est vraiment le carburant de la stratégie de développement de l'entreprise et les dirigeants sont les pilotes de cette stratégie. Donc il y a une petite question, c'est comment on fait pour passer, finalement, pour transformer cette essence, qui est la data, en accélérateur, et donc ils font le beau moteur. Voilà. Donc l'image est un peu simpliste, mais vous voyez, je pense, le sujet. Donc faire un moteur, c'est pas évident. C'est pas évident dans l'industrie. Construire une Formule 1, ça prend du temps. Et donc je dis pas que c'est un sujet facile. C'est un sujet qui est beaucoup porté, il y a beaucoup de presse sur ça, mais concrètement, se dire comment en tant que dirigeant je prends la data, et je sais que j'en ai dans mon entreprise, mais comment je valorise ça et comment j'en fais un accélérateur de performance, c'est forcément assez compliqué. Alors peut-être, moi je voulais vous partager deux exemples sur ce thème-là qui me semblent assez intéressantes. Une société de services qui œuvre dans le grand public et qui a une grande partie de sa relation client via des centres d'appel. Et donc cette société a beaucoup travaillé sur la mise à disposition de données intelligentes auprès de ses conseillers pour augmenter la relation client. Donc le but, c'est que les conseillers qui sont derrière en centre d'appel, ils ont bien sûr leur CRM, des fiches d'information client, enfin bref, tout ce qui est assez un peu classique, mais ça leur propose
ce système qui a été mis en place leur propose des actions de recommandation à faire à leurs clients. Donc ça ne remplace pas l'humain, ça l'augmente, et ça, c'est un sujet qui marche très bien et qui donne du coup un avantage compétitif. Un autre exemple que je peux vous partager dans un monde totalement différent, on travaille pour un grand groupe industriel qui fait des navettes de transport par exemple, pour venir entre deux aéroports, etc. Et donc, ils sont en compétition avec d'autres acteurs industriels dans des marchés extrêmement importants. Et donc, bien évidemment, ils se posent la question de quel service additionnel je peux mettre à disposition pour me différencier de la compétition. Et eux, ils se sont dit, finalement, c'est quand même des navettes automatiques. Donc, l'avantage, c'est que c'est automatique et donc ça marche à peu près tout le temps, bien, mais il n'y a personne. Voilà. Et donc, comment ça se passe quand il y a quelque chose qui ne se passe pas normalement dans une navette? Et donc, ils ont travaillé des systèmes à la fois en partant de l'image, donc de captation d'image, couplés à des moteurs d'intelligence artificielle pour se dire, attention, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a un comportement qui est bizarre, qui peut être par exemple le malaise d'un voyageur, un bagage voilà, qui reste trop longtemps, bref, des comportements anormaux. Et ça, c'est une valeur importante pour l'exploitant de la ligne. Et donc, finalement, grâce à ces éléments, ils ont tiré un avantage compétitif dans leur cœur business qui est, on va dire, le transport. Voilà, donc on voit bien finalement que la combinaison des services numériques, là j'en ai cité quelques-uns, mais j'ai cité par exemple la captation d'images, l'IoT, la 5G va être un vecteur de ça, couplé au cloud et bien évidemment à la data, offre de nouvelles perspectives. Dans le monde industriel, c'est évident qu'il va y avoir des avancées incroyables sur ça, puisque un peu le monde du service avait quand même pris une longueur d'avance sur ce sujet-là, et surtout le monde industriel a souvent des outils de production informatique qui sont dissociés, et donc le fait de rapprocher finalement l'informatique industrielle de l'informatique, on va dire plus classique, et surtout de l'informatique décisionnelle, va offrir des champs du possible très très larges, comme améliorer les outils de production, anticiper des arrêts de prod, faciliter le travail des exploitants, etc., etc. Mais ça, encore une fois, c'est vrai dans le champ industriel, mais c'est vrai dans une large gamme de métiers. Et donc, voilà, il y a vraiment ce sujet de se dire, bah oui, les technologies sont un sous-jacent, il faut les prendre et elles me permettent de mettre au service de mon business de la donnée. Peu dans ce même thème, la donnée, c'est aussi un facilitant à la prise de décision. Là aussi, mais oui, bien sûr, mais c'est pas tout le temps fait. Voilà. Et les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Toute la journée, ils doivent prendre des décisions. À la fois des décisions des fois très simples, et puis quand même des fois des décisions un tout petit peu plus structurelles. Voilà. Où est-ce que j'implante un bâtiment industriel, par exemple? Où est-ce que j'implante, je prends un autre cas, une collectivité régionale ou publique, finalement un lieu qui va accueillir en masse du public. Peut-être un peu plus classiquement, si je suis dans le retail, où est-ce que je vais implanter un magasin? Donc bien évidemment, il y a déjà des choses qui existent sur ça, mais là aussi, l'anonymisation de la donnée, les données de masse que l'on peut avoir sont des outils extrêmement puissants au service de cette possible prise de décision. Et donc voilà, je ne peux que vous inviter à utiliser les X plateformes qui existent sur ça, qui mettent à disposition ces données, parfois publiques, mais encore une fois, après, il faut transformer ces données en matière, et ça peut être des super sujets de prise de décision. Alors je l'évoquais rapidement en sous-jacent, ça ne veut pas dire qu'il faut faire abstraction des infrastructures IT ou des outils IT ou de la technologie, bien sûr. Et on a tous vu quand même là, dans les derniers mois qu'on a passé au cours de la crise pandémique que les technologies donnaient le moyen de continuer à travailler, que ça avait permis pour beaucoup de dirigeants là aussi de passer d'un truc qui est tiens, ça me coûte un peu cher à vraiment ça me permet de continuer mon activité. Donc c'est hyper important, c'est un sous-jacent fondamental, mais
ce n'est jamais la finalité en soi. C'est ça le point. C'est toujours des infrastructures qui doivent servir au final à des enjeux métiers. Le deuxième thème que je voudrais aborder, que je cite là, c'est celui de la cybersécurité, donc finalement un peu de ce que l'on qui est un item important de la transformation digitale et qui est forcément une source de risque, mais je crois aussi une source d'opportunité. Je vais m'en expliquer. Déjà, là aussi, je ne sais pas comment c'est dans vos entreprises ou dans celles de vos partenaires, mais moi, ce que je vois, c'est que la cybersécurité, aujourd'hui, ça ne doit pas être une question technique à déléguer à des responsables techniques, etc. Il y a bien sûr là aussi un sous-jacent, mais la cybersécurité, c'est un enjeu de stratégie d'entreprise inhérent, encore une fois, à la fonction d'un dirigeant, enfin des dirigeants. Et les choses qui me surprend vraiment, c'est que je discute vraiment souvent de ce thème-là, voilà, et encore beaucoup patrons, dirigeants, quelle que soit la taille d'entreprise, ouais, mais vous en faites pas, on a investi, on a les trucs. Et c'est pas ça le sujet, c'est vraiment pas ça le sujet. Et le truc qui est dingue, c'est que pourtant, toutes les semaines, on a dans la presse des exemples de sociétés qui se font attaquer. Je pense que vous en avez tous vu, des grandes ou des moins grandes. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Colonial Pipeline, avec Ubisoft en France, avec LinkedIn sur des fuites de données. Hier, CCI Bordeaux se retrouve attaqué. Et puis il y a celle qu'on ne connaît pas, voilà. Donc le truc qui est dingue, c'est que c'est dans la presse tous les jours. Voilà. Tout le monde s'en fait l'écho. Tout le monde dit. Enfin, du coup, la presse relaie le fait que ces entreprises se trouvent dans des situations totalement bloquées, avec des arrêts de production, avec une impossibilité de fonctionner. Pierre Fabre a arrêté, c'est public, c'est pas Pierre Fabre a arrêté de produire depuis plus d'un mois. Voilà. Et malgré ça, je ne sais pas pourquoi, encore, beaucoup de dirigeants disent, et c'est un sujet technique. Non, c'est pas un sujet technique. Oui, il y a de la technique à un moment donné, mais c'est pas un sujet technique. Enfin, juste arrêter de produire, arrêter de fonctionner, perdre des données sensibles, c'est juste catastrophique pour l'entreprise. Et si vous me permettez un tout petit parallèle, il vaut ce qu'il vaut, mais avec là aussi ce qu'on a vécu dans la crise pandémique, c'est assez similaire. Le risque cyber, c'est comme finalement le risque pandémique. Ça peut être un risque systémique pour les entreprises ou organisations, pas que privées ou les organisations, même de grande ampleur, peuvent voir leur avenir menacé par ça. Et donc, je me dis quand même, c'est quand même un sujet de dirigeants, de conseils d'administration qui ont la responsabilité du bon fonctionnement de leur entreprise, de la réputation de leur entreprise. Donc voilà, je pense qu'il faut à la fois, encore une fois, là aussi, éveiller, expliquer, convaincre, mais c'est vraiment un sujet et personne n'est à l'abri, quelle que soit la taille. Voilà. Le sujet, c'est pas quand vous allez vous faire attaquer, enfin c'est pas si vous allez vous faire attaquer, mais c'est quand. Voilà. Après ça peut être plus ou moins grave, c'est comme, voilà, mais c'est vraiment un sujet, de quand. Et donc les dirigeants à un moment donné, ils vont devoir rendre des comptes. Voilà. Ils vont devoir rendre des comptes parce que si, je pense que quand même le patron de Pierre Fabre, il a dû passer un petit mauvais quart d'heure là devant son conseil d'administration. Je pense que dans une autre manière, les patrons de CHU du Sud-Ouest là, qui tour à tour se sont vus bloqués, ils ont eu une petite explication quand même avec l'agence régionale de santé ou le ministère, enfin et ainsi de suite. Vous pouvez rendre des comptes en tant que dirigeant parce que même si vous décidez, ces attaques c'est quasiment tout le temps du phishing par mail plus du ransomware. Donc ils demandent des rançons contre déblocage de l'entreprise. Imaginons même que vous ayez l'idée, que je ne cautionne absolument pas, mais de payer.
vous allez devoir rendre quelques petits comptes, même si ça repart. Parce que je vous pose la question de est-ce que vous allez mettre la case, les X 1000 euros, ou voilà, c'est peut-être pas des millions, mais centaines de milliers d'euros que vous allez payer, vous n'allez pas les sortir de votre poche, donc c'est quand même l'entreprise qui va payer. Voilà, regardez bien où vous allez mettre ça dans la comptabilité quand même. Hein. Et comment vous allez expliquer au commissaire aux comptes qu'il y a un truc qui est passé, on ne sait pas très bien où d'ailleurs, voilà, mais que vous avez sorti un peu d'argent. Puis au passage, manque de bol, si vous commercez plus ou moins avec les États-Unis, vous avez une petite chance de tomber sous le Terrorism Act et donc de vous faire blacklister parce qu'en plus vous avez peut-être cautionné une activité terroriste. Donc voilà, il y a un petit sujet quand même, et là aussi, c'est encore une fois un sujet de stratégie. Alors, je vous parle de risque là, depuis une dizaine de minutes là, sur la cyber. Il faut aussi prendre un peu de recul, même si encore une fois, je suis vraiment persuadé que le sujet, c'est pas si on va se faire attaquer, mais c'est quand, mais c'est qu'il y a aussi des bonnes nouvelles derrière ça. Déjà, quand même, c'est que les technologies, pour le coup, de protection, de détection, ont beaucoup évolué et qu'il y a des solutions techniques qui sont quand même accessibles à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Ça s'est beaucoup démocratisé. Il n'y a pas que les grands groupes qui peuvent se payer des systèmes qui permettent pas de protéger, parce que c'est pas comme le verrou de votre porte d'entrée, hein, voilà, ou l'alarme. Le sujet maintenant, c'est l'alarme, la détection, et surtout comment on remédie rapidement quand il y a une attaque. Et donc ces outils-là, ils ont vraiment été démocratisés, et donc ça permet déjà quand même, finalement, un peu de se préparer. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'outils de sensibilisation qui existent sous différentes formes, de e-learning, de wargame, etc. Et cette phase de sensibilisation, elle est juste vitale dans l'entreprise. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui existent, qui peuvent être faites, reprises, et donc ça permet de faire prendre conscience à chacun des risques qu'il y a autour du numérique. La deuxième bonne nouvelle sur ce sujet, c'est que je pense qu'on peut anticiper, c'est pour ça que je vous dis que c'est une source aussi d'opportunités. On peut prendre ça différemment. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut classiquement dans une cyberattaque voir son entreprise arrêtée. Okay. C'est vrai pour soi, mais un peu plus compliqué quand on est dans une chaîne de valeur, quand on est dans une supply chain par exemple, et qu'on travaille pour un grand groupe dans un des éléments de l'activité sous-traitée. Je vais vous prendre un exemple. Il y a une société de recouvrement, spécialiste du recouvrement, voilà, qui ne font que ça, et donc il y a des grands groupes, je ne citerai pas, mais qui externalisent le recouvrement de leurs créances auprès de cette société. La société, c'est public, hein, c'est Ikera qui s'est fait attaquer. Qu'est-ce qu'ont fait tous les grands groupes qui utilisaient Ikera derrière? Ils ont coupé les flux informatiques pour protéger leur entreprise de ces attaques. Voilà, assez classique. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune information qui transite entre le prestataire et le client principal. Donc du coup, aucun recouvrement ne s'est fait pendant des semaines. Juste en période, là aussi, de Covid, où il y a quand même des petits sujets de trésorerie, de recouvrement, c'est un tout petit peu ennuyeux. Et donc vous imaginez que, là, je disais, le patron de cette entreprise a forcément eu des comptes à rendre vis-à-vis de ses clients, mais pour très bien se dire, on peut le prendre dans le sens inverse. Je sais que je vais avoir des comptes à rendre à des clients importants quand je vais être un de leurs sous-traitants. Donc prenons les devants. Voilà, et disons qu'on a fait des choses en anticipation et du coup, ça ne garantira pas qu'il y a zéro risque, mais prendre les devants, voilà, c'est un moyen de se différencier et prendre les devants, c'est ce que je vous disais, avoir quelques bons outils, sensibiliser, savoir comment ça se passe en gestion de crise, parce que franchement, les clients que je vois qui sont malheureusement dans cet état-là, c'est pas juste les dirigeants qui sont déstabilisés, c'est l'entreprise qui ne sait plus où elle est. Et donc, voilà, anticiper ça et le mettre en avant, c'est à la fois un gage
je pense, d'intelligence, c'est un gage de responsabilité vis-à-vis de son écosystème et ça a une valeur concurrentielle. Et puis par ailleurs, je crois qu'il va y avoir de plus en plus de barrières à l'entrée sur ces sujets-là. Et donc, là aussi, plus on se prépare en amont, plus on saute facilement les barrières. Les barrières, ça peut être ce que je vous dis, mais dans l'autre sens, où des grands groupes vont imposer, dans des grands appels d'offres, d'avoir des contraintes extrêmement fortes autour de la cyber. Les assureurs. Les assureurs couvrent pas mal le risque cyber. Ça représente une petite partie des primes collectées, mais ils le couvrent. Voilà. Le seul problème, c'est qu'ils versent beaucoup plus de primes que ce qu'ils n'en recouvrent. Donc du coup, ça leur coûte de l'argent. Donc ils ne vont pas rester comme ça. Et donc forcément, ils vont mettre à un moment donné, plus aujourd'hui, vous remplissez un formulaire, c'est un peu le truc, c'est vous cochez oui, 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 et puis vous le renvoyez et personne ne vous dit rien. Forcément, ils vont demander un peu plus d'éléments dans quelques temps. Et donc, voilà, ça va être une note, par exemple, barrière qu'il va falloir anticiper. Donc, anticiper ça, prendre une longueur d'avance sur la concurrence, voilà, c'est aussi possible au travers, finalement, de ce risque, et donc de transformer ce risque en avantage compétitif et en opportunité. Le dernier thème que je voudrais partager avec vous, c'est celui de la transformation digitale, finalement, au service de la mobilisation interne et de l'attractivité de l'entreprise. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais là aussi, c'est forcément un sujet de stratégie d'entreprise, de dirigeants, parce que tout simplement, organiser le travail, ça fait partie de cette mission. Organiser les modes de fonctionnement, travailler l'attractivité, c'est juste vital pour une entreprise. Là aussi, la crise sanitaire nous a tous convaincus de l'intérêt des outils collaboratifs, des outils en ligne, etc., etc. Mais je pense qu'on voit tous aussi que la façon de travailler change profondément. Au-delà des outils, on est tous sur des sujets de comment organiser présentiel et distanciel. Et c'est bien le « et » qui est à la fois intéressant et un tout petit peu compliqué quand même. Et donc, comment l'organisation s'hybride sur ces sujets-là. Pendant le dernier confinement, Gartner a fait une étude, comme un peu classiquement là. Ils avaient interrogé tout un panel d'entreprises et un des retours, c'était que 82% des répondants des entreprises souhaitaient, je vous dis texto le texte, ils souhaitaient laisser la possibilité aux collaborateurs de travailler en partie à distance, même après la pandémie. Moi, quand je discute avec nos clients, ils ne disent pas ça aujourd'hui. Hein. Ils disent comment je fais pour faire revenir mes collaborateurs. Les laisser à distance, c'est pas mal, voilà, mais comment je les fais pour les faire revenir sur site et donc, on voit bien que c'est ces deux sujets là qu'il va falloir faire cohabiter. Et donc, on va se trouver dans des organisations où forcément, il va falloir trouver le bon équilibre entre distance présentielle, activité collective individuelle, enfin bref, tout ce que vous connaissez. Et j'ai pas la réponse. Hein. Je pense que là, c'est très dépendant de chaque métier, mode de fonctionnement, etc., etc. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir trouver cette bonne hybridation et cette bonne flexibilité. Et il faut aussi la trouver parce que ces sujets-là sont des sujets recherchés par les jeunes, et notamment les jeunes actifs. Ça devient un critère tiens, je préfère telle entreprise que telle autre, parce que justement, il me donne de l'autonomie, parce que justement, il me séduit assez dans sa façon de travailler. Et donc, ça devient là aussi vraiment un sujet d'attractivité. Donc là aussi, c'est des sujets complexes, d'organisation, il n'y a pas de truc tout prêt sur étagère, mais moi je peux vous dire, c'est que là pour le coup, le digital amène des solutions, bien sûr dans les solutions de collaboration, on l'a vu, encore une fois, je pense pendant la pandémie, des solutions pour rendre les espaces de travail plus intelligents, parce qu'il faut que ces espaces de travail permettent de faire du physique et du distanciel, il faut que ces espaces de travail s'adaptent aussi
peu comme le cloud, a la capacité d'absorption et que ça permette de réduire des coûts à un moment donné quand on n'en a pas. Et puis, là aussi, il y a des solutions digitales pour accompagner les collaborateurs dans ça, et notamment les managers, parce que ce mode de fonctionnement, c'est aussi un sujet pour les managers. Je pourrais, a posteriori, parce que je vois que l'heure tourne, détailler comment on accompagne certaines entreprises sur ça. Et nous-mêmes, chez Orange, on a entièrement refait notre nouveau siège sur ces thématiques de flex. Donc, voilà, à disposition. Voilà. Donc je termine juste. Je termine. Bon, je vous l'ai dit en intro, je ne crois pas vous avoir parlé beaucoup en profondeur en tout cas de sujets techno, mais vraiment de sujets de feuilles de route et de stratégie d'entreprise. Encore une fois, hop, je vais juste passer du coup sur ça. Moi je crois que la transformation digitale, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment au service de la stratégie externe, interne. Voilà, et le dirigeant, c'est le pivot entre les deux. Donc ça, c'est extrêmement important. On a, nous, en tant que dirigeant, une responsabilité essentielle autour du numérique pour plein de raisons, je vous ai évoqué, son écosystème, ses salariés, mais aussi en externe au sens recruter des prospects, mais aussi recruter des talents. Et donc, c'est pour ça que la transformation digitale n'est pas une fin en soi, mais doit vraiment servir la stratégie d'entreprise. Et donc, si je peux juste terminer, finalement, moi, ce qu'on essaye de faire, mais j'en appelle à tout un chacun, c'est qu'il faut, si vous êtes dirigeant, à la fois vous saisir pleinement de ce sujet-là. Si vous conseillez des dirigeants, c'est vraiment les sensibiliser au maximum sur ça. Vraiment. Et je crois qu'en plus, en France, on a la chance d'être dans un écosystème incroyablement riche sur ce sujet. Voilà, qu'on a, que ce soit des sociétés technologiques, des partenaires technologiques, des sociétés de conseil, on a une richesse incroyable. Et donc, on peut profiter pleinement de cette richesse pour en faire un vrai levier économique. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Très intéressant comme sujet. Donc ça va